Donc, c'était un retour d'expérience sur un tournage que j'ai fait l'année dernière. Donc, c'était en juin 2024. Du coup, il faut se replacer un an en arrière. Et sachant que les évolutions vont très très vite, hein, de chaque mois, chaque semaine, il y a des nouveautés. Donc, il y a des outils qu'on a utilisés il y a un an qui se sont améliorés, notamment Mi-journée qu'on a utilisé et qui maintenant en un an a grandement évolué. Donc, je vais essayer de faire un peu la passerelle entre les outils qu'il y avait avant et comment on peut faire mieux maintenant, parce que sinon, bon, ça serait un peu ennuyeux de rester dans ce flashback-là. Donc, en gros, en juin dernier, il y a 2 réalisateurs avec qui je travaille souvent, qui sont aussi producteurs, qui voulaient faire une pub sur l'armée, en gros sur la DIRISI, qui est l'organe de communication, donc satellite, réseau de l'armée. Et en gros, donc ils me disent, Camille, on va faire un film pour la DIRISI, du coup, mais on a 13 décors à faire en une journée. Là, je me dis, waouh, c'est pour ceux qui font du tournage, ils se rendent compte que c'est quasiment impossible. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, il va y avoir beaucoup d'IA. Je fais, ah ouais, ça m'a pas rassuré non plus. Et donc, je me suis dit, bon, comment intégrer l'IA, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui se fait assez peu, je pense. Je l'utilise pas mal, moi, pour faire des mood boards, donc c'est-à-dire des visualisations en préparation de tournage, pour des indications de lumière, de cadre, pour discuter avec les réalisateurs et les autres chefs de poste, pour avoir des visions assez précises. Mais je m'en étais pas encore servi pour un tournage, quoi, pour vraiment filmer l'intelligence artificielle. Donc du coup, il y a plein de questions qui sont venues à moi. J'étais un peu réticent au début. Je me dis, comment on va réussir à faire ça? Est-ce que ça va marcher déjà? Quels vont être les problèmes? Et donc du coup, je me suis dit, allons-y. Et donc, la question, c'était de tourner une grande partie en studio virtuel. Bon, ceux qui ne savent pas, ou en plateau virtuel, c'est des immenses écrans LED sur lesquels on va filmer les comédiens. Et l'avantage par rapport au fond vert, c'est que il va y avoir une interaction. Les comédiens vont pouvoir voir ce qui se passe, en fait, l'environnement. Pour l'image, pour le chef opérateur, c'est pratique aussi parce que les reflets, il y aura une certaine base de lumière. Donc, quelque chose qui est quand même assez agréable de travailler dans cet environnement. Et donc, le décor principal c'était une sorte de base de contrôle. Et donc, un peu dans l'imaginaire collectif, une base de l'armée, c'est plein d'écrans, même si c'est pas ça dans la vraie vie. Et donc, voilà, donc ça a été notre décor principal. Et ils se sont dit, tiens, on va essayer de profiter de ça pour filmer des scènes dans différents endroits, différents espaces. Donc, il y avait plusieurs raisons, en fait. Quand j'aurais dit, mais pourquoi vous voulez faire de l'IA, en plus de la question du studio virtuel, comme ils sont réalisateurs et producteurs, ils ont 2 casquettes. Forcément, il y a des questions d'économie d'argent parce que on peut faire du coup 13 décors en une journée, ça facilite grandement le temps. Des économies de temps aussi par rapport au tournage des pelures. Les pelures, du coup, c'est les fonds qu'on va mettre. Du coup, c'est ce qu'on m'a vendu. On m'a dit on va gagner du temps parce que on va les gérer en IA et en fait, on va voir après. C'est pas que j'ai mis, mais c'est pas forcément un gain de temps parce que j'ai découvert pas mal de problèmes qui étaient du coup liés à ça. Et la souplesse de modification. Ils m'ont dit tu vas voir, on va pouvoir tout choisir. Si le canapé il est rouge, on va pouvoir le mettre bleu. S'il fait jour, il peut faire nuit. Donc c'était une étendue de possibilités énorme. Et aussi, c'était le défi technique aussi de se dire on va essayer de tester avec ces outils qui commencent un peu à arriver. Comment on va essayer de s'en emparer pour faire quelque chose. Et comme ils étaient réalisateurs et producteurs, ils ont pu prendre ce risque-là, là où je pense que ça aurait été peut-être difficile pour notre production de réussir à vendre ce truc-là, mis à part la question d'économie d'argent, parce que c'était quand même les outils n'étaient pas aussi pointus que maintenant. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais vous le laisser défiler et essayer de voir à peu près qu'est-ce qui vous semble être de l'IA ou qu'est-ce qui vous semble être de la vraie vie, entre guillemets. Attention. Hop, on va mettre ça en bonne qualité. Tac. Bon, c'est le moment propagande, je suis navré. Des réunions, des visioconférences, du code, des projets. Et si on faisait quelque chose de plus grand? Si on voyait plus loin que notre écran?
cœur du fonctionnement numérique des armées, mon rôle, c'est de réussir à planifier, mettre en œuvre et sécuriser toutes les communications des actions engagées sur le terrain. Un appui numérique indispensable pour mener à bien l'ensemble de ces opérations militaires. La DIRISI, c'est l'opérateur numérique et télécommunications du ministère des Armées. Satellites, serveurs, salles de contrôle, tout est mis en place pour permettre à tous les acteurs des armées d'intervenir. Armée de terre, Marine nationale, Armée de l'air et de l'espace et toutes les directions et services du ministère des Armées, nous travaillons en étroite collaboration. Près de 7000 personnes, civiles et militaires, engagées dans plus de 200 métiers, qui vont de la cybersécurité à l'achat de matériel, en passant par l'hébergement de données cloud, les communications satellitaires et l'intelligence artificielle. Et ce métier, je peux le faire en tant que civil ou en tant que militaire. En France métropolitaine, en Outre-mer ou même à l'étranger. Le soleil ne se couche jamais sur la DIRISI. J'augmente mes compétences, je découvre le terrain, je travaille en équipe. Bref, je fais un métier où je me sens grandi, tout en participant à quelque chose de plus grand que moi. Alors, prêt à passer à un autre niveau ? Civil, militaire, la DIRISI recrute sur ces métiers du bac à bac plus 5. Et voilà. Alors, bon, on va pas parler du fond. Est-ce que quelqu'un a, hop là, a une petite idée de qu'est-ce qui aurait été tourné Bon, je vais vous guider, je vais vous montrer quelques plans. Il y a quelqu'un au fond. Ah, là. pardon, j'ai pas vu. La main C'est s'est qui levée par là. Oui, Camille. J'avais l'impression que l'avant-dernière, c'était plus en réel et par contre la toute dernière, peut-être plus en IA. Alors, l'avant-dernière, c'était, tu m'as dit bon, en gros, on va faire un petit tour vite fait, histoire de, et on va venir du coup à ce que tu as évoqué. Donc, la première séquence, en fait, en gros, ça a été un mélange entre du coup de l'IA et du décor. En fait, c'est en production virtuelle, quand on tourne devant des écrans LED, le secret vraiment pour que ça fonctionne, c'est de mettre des entreplans. Donc, en fait, ici, le fond, hop là, tout ce qui est bibliothèque, la fenêtre, tout ça, c'est un fond en studio virtuel qui a été généré du coup en IA. Et ça, c'est du vrai décor, la lampe, là, la petite table, le porte-manteau aussi, et la plante aussi. Et là, justement, en fait, on a voulu aussi jouer sur le côté, on révèle un peu l'astuce, quoi, avec le dézoom de la fin. Voilà, alors là, on se rend un peu compte en fait de quoi ça ressemble, pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble un studio. Toc. Donc là, on repère bien comment ça se passe. Donc il y a tout le décor principal là, qui est un décor qui là, et pour le coup, a été généré par une équipe 3D, donc avec des vraies personnes qui ont travaillé dessus. Là, pardon, c'est vrai, quand on met espace, ça quitte. La partie ici, tente dans le désert, ça aussi c'était un fond assez basique, ça c'est sûr, qui était en IA. Ensuite, donc ça c'est la partie un peu institutionnelle. Et après tout ce qui est portrait, tout ça pareil, tous ces portraits là aussi c'est... Oh là là, c'est qu'il faut pas mettre espace. Attendez, hop. Du coup, toute la partie... Attends, on va aller... Voilà, ça c'est mieux comme ça. Et du coup, tous ces enchaînements de là de portraits, donc la salle des serveurs, le satellite, ça non, ça c'était du Street View. Ça aussi, c'était de l'IA. Et après, tout le décor principal de fin de l'armée avec les arbres, le ciel, tout ça aussi c'était généré en IA. Voilà, pour s'en prendre un petit peu le panel, donc à peu près la moitié des décors qui ont été... Ouais. Non, non, les personnages, c'est des vrais... Ceux-là, qui est au fond ? Non, ça, c'est des vraies personnes. Non, ça, c'est des vraies personnes.
Mais du coup, effectivement, toutes les images, tout ce qu'on a fait, ça on va le voir un peu, c'est que des images fixes en fait. Il n'y a pas d'images animées en IA. Ça, on le verra à la fin parce que c'est des perspectives qui sont très proches. On peut même, je pense, commencer à utiliser ça. Ouais, pardon. Ouais, pour le coup, oui. C'était un peu la feinte, hein, mais en fait, oui, tout a été en virtuel. Oui. Et qu'est-ce qui est en 3D traditionnel ou qu'est-ce qui est de la photo? En fait, il y a une seule, mis à part la partie un peu instit, tout le reste, c'est de l'IA, généré en IA. Et il y a juste la Street View qui est une vraie photo. Et après, le reste, tout a été généré. Ah, de droit? Oui, ça a été effacé après en IA. Du coup, oui, on peut effacer facilement. Mais effectivement, non. Ouais, non, si, ça a été effacé. Et donc, en gros, on a dû réfléchir un peu à un workflow, de se dire comment on va faire ça. Parce que moi, je me suis un peu senti dépossédé parce que généralement, en tant que chef opérateur, on crée la lumière, on choisit le cadre, le découpage. Et là, pour le coup, ça allait être d'autres personnes qui allaient créer la lumière, créer les sources. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va essayer de structurer un peu tout ça pour essayer de trouver une direction qui fonctionne la mieux. Sachant que ce sont les deux réalisateurs qui travaillent aussi sur elle depuis un moment, qui ont qui ont fait la génération des fonds. Et moi, du coup, j'ai fait l'interface entre eux et le tournage. Du coup, le mood board, ça va être, du coup, comme on a pas tout à l'heure, c'est de donner une orientation. De mon côté, donc il va y avoir un mood board déco, un mood board d'image, et être le plus précis possible pour pas, du coup, comme je disais, se sentir dépossédé et avoir vraiment le rôle qui est de donner une direction esthétique au projet. Donc faire des choix assez précis de direction de lumière. Lumière de jeu, est-ce que j'ai besoin de lumière dans l'image qui va être générée? Où est-ce qu'elle est placée? À droite, à gauche? Et parce que tout ça, ça va influencer et le découpage et les vraies lumières qui sont sur le plateau. Parce que quand on tourne en studio virtuel, on pense que ça va éclairer la scène et qu'il n'y a rien à faire. En fait, c'est assez faux. Ça peut donner une base, notamment avec un écran, le plafond LED qui va donner une base pour les reflets notamment. Mais en soi, il faut toujours compléter avec ou faire entièrement un éclairage artificiel. Donc du coup, c'est en fait ces images-là générées qui allaient déterminer tout ce que moi j'allais faire sur le plateau, alors que normalement c'est un peu l'inverse. Et donc ça demandait une gymnastique d'esprit un peu différente. Donc une fois que ce moodboard a été fait, donc les deux réels ont commencé à générer différentes images. Ils en ont généré beaucoup, parce qu'en fait aussi, pour ceux qui ont déjà est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé une IA générative pour faire des images? Ok. Et je pense que tout le monde a utilisé par exemple ChatGPT, une IA juste de texte. Ça, je pense tout le monde quasiment. Ok. Parce qu'on va y revenir après, parce que maintenant, ça c'est quelque chose qui n'existait pas encore. Sur ChatGPT, maintenant, on peut générer des images, et c'est très bien fait. Et c'est, je pense, une des voies qui permet d'être encore plus subtil et fin dans les choix. Du coup, on va essayer de générer une image. Tac, on va aller sur Midjourney. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est. Ça fait partie d'un des leaders en IA, et qui commençait d'abord, qui était sur... ça fait depuis assez peu de temps, depuis un peu moins d'1 an, que maintenant on a une interface comme ça web. Avant, c'était sur Discord, qui est un serveur de chat sur lequel il fallait mettre des codes, donc c'était assez laborieux. Quand on a fait le tournage, c'était comme ça, donc c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible. Qui veut se prêter au jeu? Quelqu'un a une inspiration de quelque chose? Ou je le fais moi après, sinon. Vas-y. Non, vas-y, tu veux dire deux? Ouais, vas-y. Un des décors? Ah oui, essayez. Ouais, dans l'idée, dans l'esprit. Ok, on va essayer par exemple. Hop là. Pour le coup, vous m'entendez? Non, c'est bon. En fait, pour le coup, dans la manière dont on va faire des prompts, les prompts, ça va être, c'est ce qu'on appelle, le texte qu'on va donner à l'IA pour générer son image. Il y a une. Ah, merci. Ah oui, ok, pardon. Il y a une structure. En fait, il faut commencer par les éléments les plus importants dans la scène, et après aller plus dans le détail et dans quelque chose d'un peu plus d'abord dans la macro, quelque chose de plus micro et plus détaillé. Par exemple, si on veut faire un décor de bureau, on va mettre
un office. Sachant qu'on peut le faire aussi en français, mais c'est quand même plus précis vu que sinon ça passe par de la traduction. Non, on va commencer. Et il faut toujours en fait l'IA la guider. C'est-à-dire que si on met juste un bureau, il va générer un bureau à partir d'images de bureaux, mais on ne sait pas trop lesquelles. Et le fait de mettre une photographie, ça va déjà trier et donner une direction au rendu esthétique qu'on va avoir. Office. On va mettre genre Bing Windows. Si on veut plein de fenêtres. Some plants. On peut mettre je sais pas moi, un truc un peu bizarre, genre je sais pas, j'essaie. Quelqu'un a une idée d'un... Une quoi? Une structure artistique. Allez. Artistique, t'es sûr? T'as pas peur là? Non. Ouais, je sais pas. Un artistique sculpture. Et après, souvent, ce qu'il faut faire, c'est un peu la guider, parce qu'en fait, un des trucs qui est un peu compliqué, c'est que quand on génère une image, au final, il y a plein de paramètres qu'on peut pas maîtriser. Donc, il y a, dans les détails, bon ça, je vais vous épargner ça, mais il y a certains détails qu'on peut gérer sur la stylisation, sur est-ce qu'on donne plus d'autorisation, plus de liberté de création, entre guillemets, à l'IA, ou est-ce que l'IA va suivre parfaitement notre prompt, mais il n'y a pas énormément de possibilités. Donc en fait, le secret, c'est de générer, jusqu'à avoir ce qui nous plaît. Mais on peut quand même la guider. Donc, par exemple, mettre shots on 35 mm. Si par exemple, on veut un certain angle de champ, parce que du coup, en production virtuelle, l'idée, c'est d'avoir quand même une certaine surface sur laquelle on va pouvoir filmer pour pouvoir varier les angles. Donc, shot on 35 mm. On peut donner l'indication de la hauteur, parce que lui, si on ne lui donne pas, il va faire peut-être un plan en plongée, un plan à droite. Donc il faut essayer de l'orienter un peu. Par exemple, frontal shot, et low angle shot. Donc un peu en contre-plongée. Low, toc. Ok, vous voyez, c'est assez basique. Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il faut essayer, après ajuster au fur et à mesure. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Bien sûr, on peut choisir le ratio, 3,5, 16 neuvième, 9, 16, ce qu'on veut. Mais je vais même partir de celui-là et après agrandir, jouer. Bon, vous voyez là, il nous a fait... Il y a l'œuvre artistique, effectivement. Donc là, on va adapter. On veut des bureaux, on veut un bureau classique, donc du coup, on veut des desks. Donc un office with many desks, par exemple. Donc vous voyez en fait que c'est quand même assez... c'est du temps. En gros, nous, on a commencé, on a eu 1 mois de préparation et c'était quand même assez... Bon, moi, j'ai pas travaillé tous les jours dessus, mais en gros, je pense qu'il y a quasiment 2 semaines de temps plein pour faire les allers-retours. Donc on va voir après pour ajuster ça. C'était c'est les deux réals qui font aussi ça depuis un moment. Ouais. Et vous voyez, là, on va voir un petit peu aussi les soucis que ça peut créer. Donc par exemple, mettons si celui-là nous... Voilà, par exemple, pourquoi pas celui-là. Bon, là, la télé, elle est très contrastée, donc là, il y a très peu de détails dans les basses lumières. Donc il faut se projeter. Mais du coup, par exemple, vous voyez, là, il y a une proposition de lumière qui est faite. C'est quelque chose d'assez sombre, avec une lumière douce, pas de soleil. Et en fait, si moi, dans la DA, je leur ai indiqué il faut un soleil, ils vont corriger, on rajoute un soleil. Donc voilà. C'est assez fidèle, je trouve. C'est quand même, ça reste très large quand on va dire, par exemple, un soleil couchant. Le soleil couchant, on va pas choisir s'il est derrière la vitre ou à gauche ou à droite. Si on veut par exemple essayer de simuler plusieurs projecteurs, on saura lui dire où on met les projecteurs dans la scène. Non, en soi, on va pas réfléchir en termes d'éclairage indirect comme au cinéma, mais en termes plutôt de rendu. Par exemple, est-ce que c'est une fin d'après-midi? Ça, il comprend assez bien. Fin d'après-midi, matin, donc l'aube. Le langage qui nous permet de nous exprimer avec Midjourney est un langage de la rue, c'est pas le langage du professionnel du cinéma. C'est un peu un entre-deux, parce qu'il y a certains termes qui vont être compris, d'autres non. Et là justement Google, ça c'est plutôt Google VO2, ils ont essayé d'intégrer, donc c'est l'IA de Google qui fait de l'image vers vidéo, d'intégrer tous ces termes-là cinématographiques de travelling, crane shot, tout ça. Et donc ça permet quand même d'avoir un peu plus d'emprise et d'être un peu plus précis. Mais là pour le coup, si là on donne
Si on dit que c'est un sunset, warm sunset, hop, toc. Normalement, on devrait avoir un coucher de soleil. Donc effectivement, voilà, on a un coucher de soleil. Donc après, voilà, ça dépend. Si on veut une scène qui est plus claire, on va lui dire que ça doit être très éclairé, que par exemple, c'est qu'on prend low contrast, high contrast, très sombre, très dense. Et donc c'est comme ça qu'on va le guider, et c'est à partir de moi du mood board que je vais faire par scène, par séquence, qui va orienter en fait les prompts pour ça. Par exemple, mettons si on a celui-là. Après, on va voir ce qu'on va en faire. Donc là, on va rester à cette étape-là et après, on va continuer. Donc, les fonds ont été générés, voilà. Et une fois que les fonds ont été générés, les personnes qui ont généré ces fonds-là vont me les donner. Et moi, je vais faire un premier tri. Donc, c'est-à-dire que, et on va le voir, les soucis, il y a énormément de soucis, parce que quand on va filmer filmer un écran LED, il y a pas mal de contraintes qui entrent en jeu pour que l'image finale fonctionne et soit réaliste. Donc les contre-indications, de lumière. Par exemple, si nous on avait prévu un coucher de soleil très contrasté, finalement je vois une image qui est un peu trop claire, il va falloir régénérer. Donc à chaque fois c'est un processus assez long. La composition aussi. Oui, pardon. Oui, en vrai j'aurais pu le faire. Oui, j'aurais pu le faire moi, mais mais en soi, il y a quelque chose d'économique aussi, c'est que c'était du coup c'était les réals et les producteurs, et ils savent faire le truc. Donc du coup, moi, j'étais vraiment comment dire. Évidemment, ça aurait gagné du temps pour d'échanges, mais pour le coup, moi, je pouvais pas m'investir autant. Ouais, mais oui, enfin, ils y connaissent très bien comme moi. Enfin, ils en font depuis des années. Comment? Oui, c'est une raison économique avant tout. Et effectivement, on est dans tous les cas obligé de passer par le chef opérateur parce que pour toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure et pour donner ces contre-indications là-dessus. Mais effectivement, si moi je faisais tout ce travail-là, ça, on aurait gagné du temps. Mais du coup, ça devient un rôle un peu particulier, ça devient presque un rôle de DA parce que on génère la déco aussi. Donc c'est assez particulier et ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment ce métier-là encore qui existe en fait de génération d'IA en studio virtuel. Donc on a. Oui, c'est ça, oui, c'est complètement de la direction artistique. Ouais. Oui, c'est exactement. Oui, ça n'existe clairement pas. Et la- Ah, mm, mm. Ouais, c'est vrai que c'est pour. Mais effectivement, ça rejoue vachement les cartes dans la mesure où. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Mais du coup, là, comme c'était de la pub, c'était un peu un entre-deux et du coup, on a fait tous ensemble ce rôle-là de DA et même en fiction, ça y est assez peu, ça dépend des tournages. Enfin, moi, j'en ai jamais fait de tournage où il y avait un rôle, un DA à part entière. Et en plus, c'est quelque chose que j'aime, moi, c'est parler de déco, parler de costume, parce que pour moi, une image, ça passe avant tout par ce qu'on filme, au-delà du cadre, de la lumière. Et du coup, concernant la colorimétrie, c'était un gros. Bon, là, j'ai essayé d'un peu détailler parce que donc il y a plein de problèmes qui se posent à nous dans la mesure où vous avez vu que on prompte, il y a quelque chose qui apparaît, c'est plus ou moins fidèle ou pas vis-à-vis de ce qu'on a voulu demander. Sachant que l'IA, en fait, elle a été entraînée sur une base de plein d'images. Et quand on lui demande, on peut l'orienter pour aller un peu comment dire, chercher ça et là. Mais dans le lot, il y a beaucoup d'images qui sont des images de films. Et parfois, on peut le voir, même quand on prompte certaines choses. Si on met, je sais pas, une fille afghane photo, on va avoir je sais plus comment ça s'appelle ce photographe, mais ouais, c'est Macurie, ouais. On va avoir une photo très ressemblante, donc on sait qu'elle a été entraînée à partir de cette image-là. Donc, du coup, il y a pas mal d'images de photos argentiques, forcément, qui ont entraîné l'IA ou d'images qui ont été étalonnées à la façon 2 avec des luttes pellicule Kodak. Et donc, dans pas mal d'exemples d'images qu'ils ont générées, il y avait ces directions-là. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est une image neutre, le plus neutre possible, entre guillemets.
Et du coup, bon, on n'a pas vraiment d'outils pour quantifier ça. Ça va être assez, comment dire, empirique comme méthode, mais il faut que l'image soit réaliste, entre guillemets. C'est-à-dire que il y a des images qui vont paraître plaisantes, mettons si c'est une image de la rue avec les arbres, un coucher de soleil, je sais pas. Elle peut nous paraître plaisante, mais au final, si on l'utilise, elle sera pas réaliste parce que par exemple les verts, les couleurs des arbres, généralement l'étalonnage, on aime les faire tirer vers des couleurs un peu moins saturées, un peu plus chaudes. Sauf que si on utilise ce genre d'image, par exemple, vous voyez dans la partie bureau, il y avait des plantes vertes. Si on met nos plantes vertes devant, et si au fond on a une image dont les plantes vertes ont un étalonnage argentique entre guillemets, eh ben on va avoir un décalage. On va avoir un décalage entre ces deux choses-là et ça va pas matcher, ça va pas fonctionner. Pareil pour le ciel. Le ciel, c'est un gros problème aussi. Qu'est-ce que un vrai bleu du ciel? Parce que moi, quand je génère des images, je me dis bon bah qu'est-ce que c'est, quelle couleur est le ciel? C'est assez compliqué subjectivement de se dire comment est le ciel. Là, moi, j'avais fait avec Justine à la formation sur la formation que j'avais donnée. Je leur ai fait le test de quel est le ciel. Il y avait un curseur avec un immense spectre de couleurs. Et en fait, on était très loin de la vraie couleur. Donc il faut essayer de, même si, comme je dis, c'est empirique, il n'y a pas d'absolu, on pourrait inventer peut-être des outils pour déterminer ça, mais avoir quelque chose d'assez réaliste, entre guillemets, pour filmer. Du coup, moi, j'ai vérifié aussi du coup ça. La balance des blancs, donc est-ce que l'image elle est un peu trop froide, un peu trop chaude, est-ce qu'il n'y a pas trop de dérives, le contraste aussi, est-ce que c'est pas trop contrasté, est-ce qu'on a du détail dans les ombres, parce que si on filme par exemple une scène où sous le bureau c'est noir, ce sera noir quoi, on n'aura pas besoin de récupérer. Donc faire attention à ça, les hautes lumières, ouais. Les dérives c'est quand une couleur comment dire, se déplace là où on veut pas qu'elle soit. Par exemple, si on veut, si je prends en photo ce mur blanc, si il devient un petit peu trop violet, un peu magenta, il va dériver vers le violet. En fait, on sait pas trop. C'est en PNG, mais pour le coup, en fait, on sait pas vraiment. Midjourney ne dit pas si c'est l'espace couleur. On suppose qu'il y a du sRGB en gamma 2.2, mais on sait pas forcément. C'est de manière pareil, encore une fois empirique. Et là, ça pose aussi d'autres problèmes dont on pourra discuter, qui est que ces écrans-là peuvent afficher un espace très large, proche du P3 parfois au-dessus, et on va afficher des images en sRGB, donc du coup, bon, on peut avoir des problèmes du coup dû à ça, à l'étalonnage notamment. Il va générer des choses, mais ce ne sera pas du log d'un point de vue, comment dire, mathématiquement, ce ne sera pas du log, mais ça ressemblera à du log, parce que juste, quand elle a été entraînée, elle a dû forcément avoir du log. Mais ça, effectivement, c'est une bonne question, parce que pour nous, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ne peut pas filmer du log, parce que si on filme du log, c'est comme on disait tout à l'heure avec les feuilles, avec le vert, il faut que notre premier plan et notre fond correspondent. Quand on regarde à l'œil, on se dit ok, là ce bureau ça ressemble à la réalité. S'il est en log, ça va pas marcher parce qu'on va filmer du log alors qu'on veut filmer quelque chose de réaliste. Ouais. Si. Ouais, complètement. Si ça. Ouais. Ça je peux vous montrer aussi. Effectivement, ça c'est quelque chose. Ça je peux vous montrer plutôt à la fin. Enfin, non, quoique maintenant. En gros, on peut tout à fait lui donner des directions. Et là, c'est un peu ce que je voulais vous parler. C'est qu'on peut tout à fait l'orienter. Avec les styles. Par exemple, moi tout à l'heure, j'ai pris cette photo sur le canal. Et en fait, à partir de cette photo, on la met en style. Là encore, le problème, c'est que style, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ça correspond à la fois à la couleur, le style de couleur, est-ce que l'image va être chaude, froide, mais ça va aussi analyser et comprendre les détails. Par exemple, si notre photo elle est très détaillée, et la photo sera aussi très détaillée. Si les noirs sont très sombres, ils seront aussi sombres, mais ça va respecter aussi la déco. Donc en fait, c'est un peu un mélange de plein de choses. Donc pareil, encore une fois, il faut générer plusieurs fois. Par exemple, là, si j'ai mis cette image-là, si je mets juste photographie. Voilà, j'ai fait basique juste pour voir. Mais du coup, quand on met un style, c'est quand même quelque chose de très fort qui va donner une vraie direction. Donc vous allez voir à peu près. Je ne sais pas si vous avez vu la vraie. Est-ce qu'on peut l'afficher?
l'image de référence. Non. Ouais, vous voyez là un peu hop, ici. Et vous voyez que ça va donner... Ce qui est intéressant avec les styles aussi, c'est que du coup, là, ça va respecter la hauteur caméra, globalement. Ça va respecter la focale. Donc, ça donne une certaine direction et ça aide aussi à resserrer un petit peu le prisme et pas aller n'importe où comme on a vu au début. Non, pour l'instant non. Il y a peut-être des outils, mais on peut en tout cas lui donner des références de caractères, de personnages. Avec la dernière version de Midjourney, la 7, on peut lui donner des références non, pardon, la 6, on peut donner des références de personnages, ce qu'on peut plus faire dans la 7. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils sont en train d'ajuster le truc. Mais voilà, vous voyez ce que ça donne à peu près vis-à-vis par rapport à ce qu'on a donné. Mais la photo que j'ai donnée, c'était une photo iPhone. Donc du coup, il remet un peu les défauts de l'iPhone avec une photo hyper détaillée, très piquée, avec un fort contraste. Et donc, il faut, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais chercher des références. Par exemple, si je veux un salon, j'en sais rien, intérieur bourgeois, immeuble haussmannien, je vais aller sur Internet, je vais taper photo, décoration, même des magazines de décoration, ça marche bien. Déco, appart parisien. Je vais prendre la photo, je vais la mettre, et en fait, ça va me donner quelque chose de très proche, mais qui n'est pas la photo d'origine. Donc après, il y a des questions forcément de droit d'auteur, etc. Ça pose énormément de questions. Mais ça permet de resserrer le truc. Il y a aussi une autre chose qui permet de... On peut faire des styles aussi sur Midjourney. On peut nous-mêmes entraîner l'IA. C'est-à-dire, ouais. En soi, oui. En soi, pour l'instant, c'est en train d'être légiféré, mais c'est une sorte de zone grise. C'est comme si, je sais pas, si moi je reproduis la lumière je sais pas, dans un film de Darius Khondji, je l'ai reproduite, mais il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus sur une lumière. Après, sur une photo en tant que telle, oui. Mais si tu t'inspires d'eux, en soi, non. Et du coup, oui, il y a des styles, on peut faire une base. Moi, ce que j'avais fait, je m'étais amusé à faire, je parle de... Ouais, alors pour le coup, ça, Midjourney le fait très mal. Il y a un outil, vous allez... Comment on est en temps? Bon, on verra après, mais en gros, sur Midjourney, c'est compliqué. Ça marche assez mal, l'outil Repaint. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe sur Photoshop. Photoshop marche très très bien pour ça. Et généralement... Ouais, avec Midjourney, avec photo. Ouais. Ah oui, compliqué. Et en fait, c'est très long. C'est pour ça que je disais qu'on pense gagner du temps, mais au final, le processus reste quand même assez long. Ouais. Pardon. Ouais. Ouais, c'est ça. Pareil, en gros, effectivement, on ne connaît pas la focale avec laquelle ça a été généré, pas la hauteur caméra, et donc il faut essayer de le guider pour essayer de trouver ça. Ça dépend du coup du découpage. Et après, on va pouvoir aussi ajuster. Mais ça veut dire que si jamais on veut faire un autre plan qui est très en plongée, il va falloir régénérer un fond. Sachant que, là on déborde un peu, mais même avec un plan sans, un plan d'une image 2D, on peut quand même faire des travelling. Tant qu'on a des objets entre ce qu'on filme et comme les plans de tout à l'heure, ça va aider à donner un semblant de parallaxe. Et au final, c'est quand même assez permissif. On peut donner un semblant de mouvement sans que ça trahisse l'œil. Il y a quand même, c'est ça aussi dont je me suis rendu compte. C'est que même avec de la 2D, en vrai, ça marche assez bien. J'ai été assez étonné sans avoir de fond traqué. Ça c'est pour des scènes 3D. Et après, on peut imaginer aussi redécouper l'IA, recréer des plans. Et après, oui, ça, c'est quelque chose qui est imaginable. Du coup, voilà. Donc ça, c'était pour les retours. Moi, une fois que j'ai fait ces retours-là, eux, ils vont régénérer, modifier ce qu'il y a à modifier en déco, modifier, comme je disais, les hauteurs caméra. Donc ça, c'est la deuxième aller-retour. Et après, ça va être l'agrandissement et le resize. C'est-à-dire que voilà, on est content, on a ce fond-là. Nous, ce qu'on veut, on a un écran qui fait 20 mètres de large. On va se dire, tiens, on veut un peu plus de largeur. Donc, on va l'élargir sur les côtés. On va élargir un peu en haut. En bas, ça ne nous intéresse pas forcément. Et du coup, là, il va nous régénérer tout le tour, quoi. Il va nous régénérer. Et vous allez voir que c'est assez... On laisse le même. Ou on peut dire un dragon à droite, par exemple. Ou... je sais pas, ce qu'on veut. Donc voilà, donc là, on a notre image. Et après, on fait Upscale to Gallery. Ça, c'est la dernière étape. C'est en gros
upscaler en IA, du coup pareil, recréer du détail. C'est pas un upscale mathématique, c'est un upscale du coup en IA. Là, les sorties, c'est en 4K. Après, si on upscale à l'infini, on peut upscale autant de fois qu'on veut. Après, je sais pas si il y a une limite. Et donc, du coup, voilà, moi, après, ce que j'ai fait, c'est étalonner les fonds une fois qu'ils ont été validés. Moi, j'ai repris tous les fonds et je les ai tous réétalonnés pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu neutre. Par exemple, là, les basses lumières étaient un peu trop clippées. Donc là, j'ai remonté un petit peu les basses lumières. J'ai refait une balance des blancs. Donc, c'est toujours des choses assez basiques qu'il faut faire pour lisser un peu le tout. Et après, on a une journée de prépa pour un peu... pour tester tout ça, vérifier à la fois la perspective, est-ce que la hauteur caméra fonctionne. En fait, on teste en vrai, on met un comédien devant, on voit si ça fonctionne. On édite sur le plateau si ça marche pas bien, on doit resserre l'image, on l'agrandit, on la déplace. Ou sinon, dans le pire des cas, on réédite. Mais ça, on a assez peu eu de cas vu qu'on avait quand même... Moi, j'ai aussi j'ai un outil qui s'appelle Prévise sur mon iPad qui me permet de projeter le fond et avoir une caméra virtuelle et de pouvoir tester la perspective. Et donc, en soi, on a eu assez peu de problèmes de la sorte. On peut aussi faire de l'ajustement colorimétrique sur le plateau, même si on n'a pas eu besoin de le faire parce que j'avais fait un pré-étalonnage. Voilà, ce qui est fantastique un peu, c'est que après tout ce travail de prépa qui était très long, beaucoup plus long que ce que je pensais, en fait ça marche très bien au final. On a assez peu eu de surprises, comme tout était calé avec la journée de prépa, qu'on avait passé énormément de temps à caler tous nos fonds, tout a assez bien fonctionné en vrai. Il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus parce que à part des ajustements effectivement toujours de hauteur caméra, de réalisme, de savoir où est-ce qu'on place notre caméra, quelle distance de l'écran, c'est ça qui est plutôt des techniques de production virtuelle. Mais avec l'IA en tant que tel, on n'a pas eu de soucis. J'ai encore 2-3 minutes. Attends, j'ai plus de voix. Alors, juste pour vous montrer l'étendue du chantier. En gros, là, tout avait été trié par décor. Tout avait été trié par décor. Donc par exemple là c'est tout ce qu'ils m'ont mis, donc cérémonie, en gros voilà tout ce qu'ils ont généré. Donc moi j'ai dû tout regarder un par un et me dire qu'est-ce qui est no go, genre ça c'est pas du tout possible. Par exemple là typiquement ce que je vous ai dit, là pour le coup on peut dire oui oh là là c'est joli, il y a un petit coucher de soleil mais en fait ça c'est pas du tout exploitable, le ciel il dérive trop vers le cyan, les verts sont pas très réalistes, donc du coup ça là j'ai dit non on peut pas. Donc j'ai fait toute cette sélection là à partir de tous les paramètres dont je vous ai parlé. Moi, j'ai fait un OK Camille, donc là, j'ai validé, ces deux-là m'allaient. Et donc, c'est à partir de cela que eux, du coup, ont retravaillé ou pas, en fonction de ce que je leur ai dit. Pareil. C'est la cérémonie là, par exemple, celle-là. Là, ça va, tu vois. Au niveau du ciel, là, on est assez réaliste. Les verts, un peu saturés. Mais après, moi, je sais que j'ai un travail d'étalonnage. Mais si c'est juste du global, ça va. Si je dois aller chercher, m'amuser à aller prendre l'arbre au fond, c'est trop de temps, en vrai. Donc, c'était ça aussi. Ça permettait de gagner du temps. Donc, une fois que j'ai sélectionné, on a toute notre sélection qui est faite. Tac. Et après que... ça c'est par exemple la sélection des bureaux. Donc on en a fait plusieurs parce qu'on est obligé pour chaque décor on en a mis 2, 3, 4 pour avoir des backups, pour se dire si celui-là ne marche pas, on a un plan B, on a un plan C pour pas perdre de temps le jour J et pas avoir généré parce que vous avez vu que c'était quand même assez long. Et après moi je fais une base d'étalo sur tout avec étalo. Et donc ça c'est toutes les versions étalonnées. Et après avec différents cadrages, ils avaient fait aussi différents cadrages parce qu'on s'était dit si jamais on a différentes choses à faire, ça nous permet de nous couvrir et d'avoir l'espace de s'adapter. Et donc, un peu pour conclure, on parlait tout à l'heure, il y avait une question sur l'utilisation de l'IA vidéo. Alors effectivement, c'est quelque chose qui maintenant qui marche assez bien. Moi, le problème que je trouve, ma problème majeur, c'est pas tant le réalisme, parce que maintenant on arrive depuis la Kling 2.0, la dernière version de Kling marche vraiment très très bien, c'est assez impressionnant. Je peux vous montrer un truc que j'ai fait, qui n'a rien à voir, mais voilà, c'est juste pour montrer où on en est maintenant. C'est quand même assez fou, ouais. Donc voilà, là on en est là en réalisme.
Oui, comment? Oui, c'est flou. Mais je parlais juste de réalisme. Et le problème aussi qu'il y a, c'est la compression. Les images sont quand même très compressées. Donc il faudra qu'on puisse jouer sur la définition, choisir sa définition. On veut de la 4K, 8K, j'en sais rien. Et quelque chose de non compressé ou moins compressé possible. Mais après, en termes de rendu, de flou de mouvement, je trouve que ça marche assez bien. Mais du coup, là, je me suis amusé juste à... J'avais généré cette image-là. Bon, on voit qu'il y a des problèmes, mais je l'ai fait juste comme ça tout à l'heure pour essayer. Mais on peut imaginer un fond, Paris, avec un vélo, des gens qui passent. Donc ça clairement, si effectivement on a un plan large, bon, on va voir un peu ça va trahir le subterfuge. Mais si on est sur des plans un peu plus serrés, avec le fond assez flou, en vrai, ça permet de ramener un peu de mouvement. Et même si c'est un peu compressé, même si ça manque de définition, de par le fait que ce soit flou, parce que quand on tourne en plateau virtuel, il faut toujours que ce soit flou, parce que sinon on a des problèmes de moiré, de trame, comme quand on filme un écran de télé ou autre. Et ben, c'est des choses qu'on peut déjà commencer à faire. Et il y a Google aussi, avec VO2, qui a fait un outil similaire qui marche très bien. Et tout à l'heure, on parlait de parallaxe. Effectivement, on peut imaginer de demander à un graphiste de redécouper ses plans, de recréer de la profondeur, et d'avoir une caméra, parce qu'en studio virtuel, on peut traquer la caméra et faire que le fond qui est diffusé bouge en fonction, comme quand si je me déplace, l'écran va se déplacer en fonction, recréer ces plans-là. Et aussi la question de récurrence au sein d'un même décor, parce que pour le coup, on l'a vu, on génère un fond, mais après, si je veux voir ce qui se passe en contre-champ, on est un peu bloqué, parce que on peut lui donner des styles comme on a vu, mais pour faire un raccord direct avec une continuité, ça, c'est quand même assez compliqué. Donc je pense qu'il va y avoir des outils, il commence déjà, il y a Créa qui commence à faire ça, où on peut créer une scène en 3D en mettant des objets, et après, à partir de ça, régénérer une image en IA, ce qui permettrait d'avoir cette liberté-là de déplacement à 360. Et voilà, je me suis amusé pour finir. Alors vous voyez, je me suis amusé avec Paint, je ne sais pas si il y en a qui se rappellent. J'ai fait un petit dessin un peu, je me suis dit, tiens, on va essayer, je vais mettre meuble, table basse, quelque chose d'assez basique. Et je me suis dit, tiens, essayons avec ChatGPT, parce que vous avez peut-être tous vu la dernière version avec les starter packs, les trucs un peu... Tout le monde a un peu fait ça sur les réseaux. Elle est assez bien, parce qu'en fait, ils ont réintégré DALL-E, la dernière version de DALL-E dessus. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai envoyé cette photo-là. Et en fait, en gros, regardez ce que lui il m'a fait, en fait. Tac. Ah mince, ça ne charge pas. Ok. À partir du dessin, donc il m'a mis bien le meuble où je voulais, la table basse où je voulais. Et donc là, je me suis dit, en vrai, j'ai été étonné que ça marche quand même assez bien. Après, j'ai fait des modifs. Je lui ai dit, moi, je voudrais un ratio 2:1, parce que ça, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Une décoration années 60, et je voudrais un grand soleil entrant dans la pièce. Bon, la déco années 60, ça marche pas trop, quoique si, un peu avec ce meuble-là. Il y a le soleil qui rentre, il y a... Ouais, vous voyez. Et en fait, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est que vraiment, le prompt va être très précis. On va pouvoir cibler des objets. Là, on lui dit, change-moi cette lampe, mets-moi une lampe rouge en marbre. Il va mettre une lampe rouge en marbre. Sans sans trop toucher au reste. Et en fait, à partir de ça, ce que je fais, ça, tu la mets dans Midjourney. Et en fait, ça devient une super base. Regardez, je l'ai intégré là. Je l'ai mise en style, comme on a vu. Et à partir de ce style, j'ai toujours mon meuble à droite, j'ai toujours mon canapé à gauche, ma fenêtre, ma caméra qui est respectée, mon angle de champ. Et donc, à partir de ça, c'est une base sur laquelle on peut travailler. Là, je peux l'agrandir si j'ai envie, je peux la dézoomer, je peux faire plein de choses, quoi. Donc, effectivement, je trouve que ça n'existait pas à l'époque quand on l'a fait. Mais ça, typiquement, si on devait refaire, on passerait par cet outil-là. Et voilà un peu pour les perspectives qu'on peut se donner pour le futur. Merci Camille. Avec plaisir. On va prendre quelques questions, mais alors par contre, ça sera dans le micro systématiquement. Comme ça, parce que tout ça est enregistré et sur votre espacement, vous pourrez regarder la vidéo après. Question, les fonds qui sont générés là, ouais. Si on tourne dans un studio virtuel circulaire et qu'on se déplace, est-ce que les perspectives vont suivre ? Pour le coup, non, parce que comme c'est projeté sur une surface plane, ça va pas suivre en fait. Du coup, si on fait, je sais pas, par exemple, si on fait un panoramique, là par exemple, la distance entre, normalement, la chaise, si on faisait un travelling par exemple comme ça, la chaise elle devrait se déplacer relativement. Sauf que là, ça va pas être le cas. Sauf que dans la pratique, on se rend compte que c'est pas forcément dérangeant à un certain dans une certaine limite. Typiquement, le truc que je vous ai montré tout à l'heure
du bureau, moi je trouve que c'est quelque chose qui marche assez bien. J'ai été étonné qu'on puisse faire un travelling, aussi long, d'aller d'un plan taille à un gros plan. Enfin, regardez. Ouais. Des réunions, des visioconférences, du code, des projets. Pour le coup, on se dit pas, ah là, l'étage. C'est un travelling dans l'axe. Ouais. ouais. Après, il y a le fait aussi que, de par le fait de mettre des éléments d'entreplan, ça permet de créer ce. Voilà. Et après, on peut faire aussi travelling latéraux. On peut après allonger la focale pour aller chercher plus de détails. Non, après, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être. Pour compléter la question, en production virtuelle, ce qu'on fait parfois, c'est de faire une captation sphérique d'un environnement. Et ensuite, selon la disposition des murs LED, des écrans, qui sont parfois des petites portions d'écran plat, on utilise des outils qui vont adapter cette image-là pour la projeter correctement sur un morceau de mur à tel endroit, un autre morceau à tel endroit. Comme ça, on peut shooter avec des axes vraiment différents la sphère 360 qui a été filmée avant, de pelure. Voilà. Comme ça, on adapte. Après, il faut voir si ça est capable de générer des sphères. Des Mais je pense sphères on va bientôt y arriver, cohérentes. je pense. Il faut que juste qu'il y en ait un qui se mette à le... Mais techniquement, je pense qu'on peut le faire. Il faut juste qu'il y ait un constructeur, un mid-journée ou autre qui crée ce truc-là. Mais je pense qu'on peut le faire. Est-ce qu'on pourrait créer une scène 3D avec ça ? En fait, utiliser Ouais. une journée pour commencer à dégrossir le truc, après faire une scène 3D, et puis après repartir de là et Ouais, vraiment, il y a des outils maintenant qui permettent de transformer, de créer des objets 3D à partir d'images. Donc on pourrait typiquement, après ça me dépasse un peu comme technique, mais on peut imaginer sélectionner cette fauteuil-là, le générer en 3D, cette table, tout générer, remettre dans une scène 3D. Et en vrai, oui, c'est tout à fait faisable. Faut juste. Et après, oui, c'est juste le temps, mais effectivement, des gens qui bossent sur Unreal pourraient partir de cette DA-là qu'on a validé avec le chef op avec tout le monde et créer la scène 3D parfaitement très proche de ce qui a été imaginé. Ouais, effectivement, ouais. C'est une solution. Et traquer, du coup. Ça commence à se développer, la 3D générée par l'IA, sur base d'images par exemple. Mais on est loin d'avoir quelque chose de convaincant comme cette image-là qu'on a là, qui a pris quelques secondes à être calculée. Ouais, c'est ça. Et en plus... et qui est photoréaliste. Oui, c'est ça. Là, on n'est pas encore dans quelque chose d'hyper réaliste. Faut un travail de graphiste en plus pour aller... de personnes qui gèrent la 3D pour aller affiner ça à la main. Merci. Je voulais simplement vous demander combien de temps de travail vous avez eu de la préparation du storyboard jusqu'au film final. Il y a eu un mois entier. Entre le moment où on a commencé la prépa et le tournage, un mois. Mais pas tout le temps parce que on a tous d'autres tournages en parallèle, donc c'est pas tous les jours, pas tout le temps, mais disons, en semaine pleine, peut-être 2 semaines pleines entières, je pense. Voilà. 4 minutes. Ouais. C'est quand même assez court, ouais. Je vais aller de ma question naïve. Actuellement, les moteurs de génération de vidéos et non pas d'images ou images to vidéo sont capables d'exprimer des mouvements de caméra assez sophistiqués. Tu le présentais tout à l'heure. Est-ce que c'est réaliste d'envisager de faire l'inverse, c'est-à-dire demander de générer le mouvement autour du décor par prompt, craquer des points et avoir un bras robot qui va bouger la caméra pour prendre l'acteur avec le même mouvement? Oui, en soi, on peut imaginer ça, tout à fait, je pense. Après, il faut des gens compétents là-dedans, mais effectivement, en récupérant le mouvement par tracking et en ayant des robots en motion control, ça pourrait fonctionner. Après, il faut que les mouvements des comédiens, que tout le reste soit aussi synchronisé avec, mais on peut imaginer ça. Pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus rapide d'avoir un opérateur sur un outil 3D qui a les bons outils et qui est habitué à le faire. Tu vas 100 fois plus vite et tu as quelque chose de très cinématographique parce que on sait déjà apporter les contraintes pour avoir des mouvements cinématographiques en 3 dimensions. Et puis ça, après, c'est codé, on peut le foutre dans un robot facilement. Là, je vois pas trop l'intérêt en vrai. Et surtout, on est bloqué après, on peut pas varier. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on ne pourra pas varier si on veut finalement sur le plateau si changer. Tu veux modifier, c'est galère. Je voulais te poser une question, moi. Parce que ça, c'est un film de commande. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une espèce d'inversion et que, en fait, même si on a envie
si on sait où on veut aller, on va quand même devoir faire avec ce que l'IA nous a... Enfin, en tout cas, vous avez dû composer avec ce que l'IA vous a proposé à chaque fois, quoi. Et donc, du coup, ça rejoint un peu les questions par rapport à la direction artistique. Ça inverse un peu les rôles. Si ça n'avait pas été un film de commande, si ça avait été un film avec une initiative d'un groupe de personnes ou d'un réalisateur, est-ce que tu penses que ça aurait été gérable de gérer, de suivre, de faire cette pré-prod comme ça et d'arriver après à quelque chose de convenable, quelque chose qui plaise aux initiateurs du film, etc. Du coup, tu veux dire dans le cadre d'une pub ou de la non, justement, si ça avait été un court-métrage, si ça avait été quelque chose vraiment... Non. Bah, en soi, oui, je pense que ça aurait été envisageable dans la mesure où comme quand on cherche un décor, au final, quand on cherche un décor, sauf si on tourne en studio et qu'on le crée de A à Z, on part déjà d'une base existante qui est, je sais pas, si on veut un décor de salle de bain des années 70, bah, on va trouver un décor de salle de bain qui nous plaît. Et après, on va l'améliorer avec de la déco. Dans les éléments de décor, tu peux avoir des éléments narratifs auxquels le réalisateur ou le scénariste, ou en tout cas, qui ont été déjà prémédités. Et tu veux que la chaise, elle ait cette forme et qu'elle soit de telle couleur. Tu veux pas autre chose. Ou alors, tu as un chef déco ou un directeur artistique qui sait exactement ce qu'il faut pour ton film. Et du coup, avec ces outils-là, puisque la maîtrise, elle est quand même pas encore vraiment là, est-ce que tu crois que ça aurait été vraiment gérable ? En soi, je pense qu'en fiction, moi, je l'aurais pas fait. Enfin, je trouve ça un peu triste quand même de faire des fictions dans un studio. Mais sauf, ce qui se fait maintenant, c'est pour des scènes précises ou rolling quand on filme des voitures, des choses ou des scènes à risque ou autre. Mais en soi, pour un film, effectivement, ce que je dis, c'est possible techniquement. On peut aller sur Photoshop, aller gérer chaque objet. Et encore, quand on demande si la lampe, on veut la mettre rouge, va être rouge, elle va un peu changer de style. Donc effectivement, il y a quand même une part d'aléatoire quand même dans ce travail-là. Mais en tout cas, personnellement, pour de la fiction, c'est faire tout un film comme ça, à part si c'est une démarche artistique du réalisateur et qu'il a une envie de questionner le médium, pourquoi pas, mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Ouais. Non, au début, tu avais dit 13 décors, une journée, et là, on est arrivé à un mois. Non, un mois de tournage, pardon. Un jour de tournage, pardon. Non, je disais une journée de tournage, ouais. C'était une journée de tournage, ouais. Et une journée de prépa. J'avais pas dit, mais il y a une journée de prépa pour tout anticiper. Ce qui montre qu'en prod virtuel, quand c'est bien préparé, en fait, c'est vraiment très efficace, quoi, le plateau. Ouais, ça m'étonnait. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus complexe. Et en fait, on se rend compte que oui, c'est le travail de préparation qui fait tout, en fait, dans ce cas-là. Et qui limite aussi. On a moins de marge de manœuvre, mais en même temps, si c'est bien préparé, ça marche assez bien. Ouais. Bon, merci Camille. Avec plaisir. L'idée un petit peu, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'ai tapé le prompt, s'il te plaît, fais-moi une chambre, ou quand j'ai demandé un truc à ChatGPT. En fait, l'impact environnemental, c'est avant tout se poser la question de qu'est-ce qui est mis en œuvre, qu'est-ce qui va tourner, c'est quoi le matériel. Donc, pour commencer ce prompt, vous avez un ordinateur qui s'est connecté à Internet, qui a envoyé des informations dans des switches, qui sont arrivés dans des data centers, qui ont activé des calculateurs, qui vous ont renvoyé une réponse, etc. etc. Donc voilà, et c'est à partir de ça, normalement, en prenant l'impact de toute la somme de tous les composants que vous allez mettre en œuvre, qui va vous permettre de dire l'impact total d'avoir généré une image, c'est ça. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas l'ensemble de ce qui se passe. On va quand même néanmoins essayer de rentrer un peu dans les détails. Voilà. Je vous passe l'introduction sur les systèmes d'intelligence artificielle et ce qu'ils sont. Je pense que ce n'est pas le cœur du sujet. Je pense que s'il y a un seul truc à retenir de cette slide, c'est que ce sont massivement des calculs statistiques qui se font sur des volumes de données extraordinaires, au sens fantastique du terme. Un truc important, c'est peut-être de séparer un petit peu ce qui est génération d'images de ce qui est LLM. Donc pour faire simple, LLM, ça va traiter du texte versus des choses qui font de l'image. Là où ça se rejoint, et une connexion importante à faire, c'est que il faut un LLM pour pouvoir faire de l'image, puisque vous avez commencé par rentrer du texte pour qu'il puisse faire une image. Donc évidemment, déjà d'ordre 1, on peut se dire que faire une image, c'est exponentiellement plus que de faire du texte, parce qu'il a déjà falloir faire du texte, relier ça avec l'image pour que les deux marchent ensemble. Ça, je vous le passe, parce que j'ai pas du tout envie de le faire. Voilà.
Ça, c'est ce que je... Alors, oui, il y a tout un pan de l'IA que nous, on traite assez peu parce qu'il ne nous intéresse pas dans notre industrie. Mais c'est la vision par ordinateur, la reconnaissance d'images, la reconnaissance d'objets, la reconnaissance de concepts. Ça, c'est le Graal pour la conduite accompagnée, parce qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître un piéton, un passage clouté, etc. etc. Je pense qu'il y a plus de gens du tournage et de la prod ici. Ça, en revanche, ça nous intéresse beaucoup et on travaille dessus, nous, avec plutôt les diffuseurs ou avec les gens qui ont des millions et des millions de stocks d'archives. Savoir reconnaître ce qu'il y a dans les images, c'est intéressant. Quand vous appelez l'INA, que vous avez des serveurs entiers remplis de données, c'est quand même pratique de pouvoir chercher une rose ou un tilleul ou n'importe quoi. C'est quand même assez intéressant. Prise de décision et résolution de problèmes complexes, ça, c'est pas notre champ ici. Prédiction ou analyse de données, ça sert à tout le monde, mais c'est pas la partie la plus créative. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est les ordres de grandeur. GPT-4, il a fallu environ 1 pétaoctet de données, de texte, pour l'entraîner. 1 pétaoctet, ça vous dit quelque chose ou pas Voilà. Voilà, c'est 1000 téraoctets. Donc chez vous, aujourd'hui, vous avez sans doute un disque d'un téra ou deux. Là, il y en a 1000. Alors en même temps, ça semblait énorme. Et moi, quand j'ai vu le texte, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si gros que ça. Les tokens, c'est l'unité qu'on va utiliser. Alors, on va éviter tous les détails mathématiques. Un token, c'est à peu près un mot. Voilà. Parce que pour apprendre à parler, grosso modo, l'élément principal, c'est le mot. Stable diffusion, qui est à peu près ce qu'on a vu avant. Pareil, hein, je ne rentre pas dans les détails. Il a fallu 2,3 milliards d'images pour l'entraîner successivement. Un petit truc intéressant, c'est de se dire que là, il y a 2,3 milliards d'images, mais que pour lui apprendre à générer une image, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand il y a un prompt qui a été fait tout à l'heure, ça part d'une image toute floue, et puis ça s'affine petit à petit. Alors ça, c'est intéressant juste de savoir comment ça marche, la génération d'images. C'est de se dire, on va lui donner du bruit, et on va lui donner du texte, et comme grâce au LLM, il peut donner du sens, il va essayer de détecter dans le bruit, par exemple je marque juste chat, et je lui donne du bruit total, complètement statistiquement, il va essayer de dire, ah là il y a 3 pixels qui ressemblent à un chat, donc hop, il va faire une image un peu moins floue, avec quelque chose qui ressemble un peu plus à un chat. Et il va faire ça, toc, 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 plusieurs fois, jusqu'à arriver à avoir un chat. Et c'est pour ça qu'il ne vous donne jamais 2 fois la même image, parce que comme il n'aura jamais 2 fois le même fichier random au départ, il va réinventer, réhalluciner à chaque étape. Mais il va le faire de nombreuses fois, successivement. Et c'est ce process que vous voyez à l'image. Et donc en fait, ce qu'il a appris à faire, c'est 237 000 étapes sur chaque image pour partir d'une image floue jusqu'à arriver à une des images qui a servi de référence. Voilà. Voilà. Donc une fois de plus, la question c'est le nombre, l'ordre de grandeur de tout ce qu'il faut mettre. On est tout de suite en milliards d'itérations. C'est quelque chose d'assez fou. Alors là, on va arriver. Comment il nous a présenté ça, notre ami Cédric ? La question, voilà, donc là, on a vu un petit peu la quantité des données qu'on a envie de traiter. Là, la question, c'est la quantité de machines qu'il va falloir mettre en œuvre pour gérer ces entraînements. Donc aujourd'hui, pour faire ça, il n'y a aucun ordinateur qui sait le faire tout seul. Il faut aligner des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ordinateurs les uns avec les autres. Et plus spécifiquement, pour ceux qui ont un ordinateur chez eux, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont mon âge, vous avez démonté des ordinateurs, etc. Vous vous souvenez qu'il y a un processeur, le fameux Pentium, le Intel, etc., maintenant qui s'appelle le M1, M3. Et vous avez un autre composant qui est la carte graphique sur laquelle il y a un autre processeur. Et ces 2 processeurs ne fonctionnent absolument pas du tout de la même chose, de la même manière. Et une des particularités du processeur qui est sur la carte graphique, c'est qu'il fait des opérations mathématiques beaucoup plus vite que le processeur principal. Et donc on va s'appuyer énormément sur ce type de processeur-là.
historiquement, l'intérêt de ces processeurs-là, qu'est-ce qui demandait énormément de calculs, c'était de faire bouger des images 3D en temps réel pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Et là, tout d'un coup, on a trouvé un autre usage qui est extrêmement intensif en calcul mathématique. Et donc, on va utiliser ces GPU pour Graphical Processor Unit. On va utiliser ces GPU. Ce qui est intéressant, c'est l'ordre de grandeur. GPT-4, il a fallu mettre 25 000 GPU bout à bout. Voilà. Donc, en fait, dans l'histoire de l'informatique, on a rarement mis autant de choses. Les seules choses qu'on connaissait, c'était les supercalculateurs. C'était les seuls systèmes qui étaient designés pour ça. Et là, tout d'un coup, il y a des dizaines de boîtes dans le monde entier qui se sont mises à avoir besoin de 25 000 GPU pour entraîner leur modèle. Donc ça fait 32 serveurs par rack sur 4 racks contenant 8 serveurs, le tout pendant 90 à 100 jours. Tout ça consomme de l'énergie. Hein, donc chaque serveur, c'est 6,5 kW. Ça consomme 30 watts. Grosso modo, l'ordinateur qui est là. Donc vous voyez que ça produit de la chaleur. Et surtout, ça consomme de l'électricité. Quand vous mettez autant de GPU qui consomment une telle quantité d'énergie, c'est comme la plupart des systèmes qu'on a aujourd'hui. 80% de l'énergie que vous mettez dans le système, il est diffusé derrière sous forme de chaleur plutôt que dans le processus que vous êtes en train de traiter. Et donc, 6,5 kW d'énergie consommée en électricité pour faire tourner le processeur, c'est au moins autant pour alimenter la clim qui doit refroidir le processeur qui a chauffé. Donc la consommation énergétique totale pour l'entraînement, c'est 50 gigawatts. Pour vous donner un ordre de grandeur, chez moi, je crois que c'est 35 kWh par mois pour ma famille de 4 personnes. Là, on parle de gigawatts. Donc, grosso modo, c'est des valeurs que vous n'avez jamais vues, sauf si vous avez travaillé dans la métallurgie ou dans des centrales nucléaires. Voilà. Est-ce que ça dit quelque chose que je n'ai pas encore dit ? Plusieurs choses. Donc là, on est centré sur l'électricité et la consommation d'électricité. Il y a d'autres paramètres qu'on verra après. Le problème de l'énergie qu'on consomme, d'un point de vue environnemental, c'est qu'en soi, l'électricité, quand je branche mon ordinateur, il n'émet pas de CO2 dans l'air. C'est pas donc là le problème. Le problème, c'est que l'énergie, elle a été produite par une électricité qu'on utilise pour alimenter le processeur et pour faire tourner la clim. L'énergie a été produite par une centrale. Selon comment elle est produite, ça, normalement, c'est rentré un peu dans la tête de tout le monde. Si c'est fait par une usine à charbon, l'usine à charbon, elle émet énormément de CO2. Si c'est une usine nucléaire, elle en émet beaucoup moins. Du coup, l'idée, c'est que selon où vous vous trouvez, l'impact carbone de votre calcul IA peut varier énormément. Donc là, il y a Microsoft qui vient installer en France ses prochains data centers. La raison officielle et qui fait bien, c'est parce que du coup, on a de l'énergie verte en France. La vraie raison, c'est parce qu'il n'y a plus assez d'électricité sur la planète pour répondre à la demande de ces hyperscalers. Pour vous donner une idée, une boîte comme Microsoft, quand elle a besoin d'aller installer des data centers, de prime abord, elle va aller en Irlande. Parce que d'un point de vue fiscal, c'est intéressant, parce qu'il y a déjà des bâtiments, etc. Sauf que là, ces dernières années, quand ils sont arrivés en Irlande, le gouvernement leur a dit on n'a qu'un seul problème, c'est que si vous l'ouvrez chez nous, la population vit dans le noir et n'a plus de chauffage. Ça va être compliqué à expliquer aux gens. Voilà. Bon, du coup, ils sont venus en France. Je vous laisse le débat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Mais c'est juste pour se dire, il y a un vrai souci d'énergie. Nos amis de chez Microsoft, il y a 2 ans, ont ouvert une nouvelle division chez Microsoft qui s'appelle Microsoft Nuclear Power. Ils vont construire leur propre centrale nucléaire à côté de leur prochain data center. Voilà. Parce que la grille aux États-Unis ne permet pas d'alimenter la puissance nécessaire. Et il y a
tout le reste à côté. Alors, si on revient un petit peu là, je le fais dans le désordre, je suis désolé pour les slides. Ici, tout ça, c'est réfrigéré. Donc il y a la clim, donc il faut alimenter la clim en électricité. La clim a un autre défaut, c'est qu'elle utilise des gaz frigorifiques, 10 gaz frigorifiques qui vont s'échapper dans l'atmosphère parce qu'aucun système n'est parfaitement étanche, et que 1 gramme de ce gaz frigorifique émis dans l'atmosphère, c'est 1000, si je ne me trompe pas, je crois le coefficient, c'est 1000 fois, c'est 10 000 ? Oui, plus que le CO2 normal. Non, ça, de ce point de vue-là, ça va. La couche d'ozone, le trou se referme. Hein. Comme quoi, il y a des combats qu'on arrive à gagner. Voilà. Alors ça c'est un vrai sujet. Je dis que je prenais les questions en direct parce que c'est beaucoup plus sympa et que je préfère ce format-là. Là, je répète la question dans le micro. Y a-t-il une forme d'obsolescence qui est liée à ça ? Elle est phénoménale. Elle est phénoménale au sens où rien ne nous dit aujourd'hui que l'année prochaine, on a encore besoin de tout ce qu'on est en train d'installer. L'exemple, vous avez entendu il y a 6 mois, les Chinois annoncer qu'ils avaient sorti un modèle qui était aussi performant que ChatGPT et qui avait coûté beaucoup moins, qui avait été fait beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, on apprend. Donc le premier, il a consommé beaucoup. Voilà. Donc tout le monde aujourd'hui veut s'équiper avec ça. A priori, la prochaine génération, déjà, elle consomme moins. Mais nos amis d'OpenAI, voyant qu'il y a moyen de faire plus performant, ils ne vont pas en profiter pour faire un truc low cost. Ils vont remettre autant de puissance derrière pour ça. L'exemple de l'obsolescence programmée, elle n'est pas là. Alors, l'autre vraiment truc de l'obsolescence programmée, c'est surtout sur les devices que vous avez vous. Aujourd'hui, là, il y a la version 18 d'iOS qui est sortie. Vous devez avoir l'équivalent sur Android, qui ne fonctionne qu'à partir de l'iPhone 15. Parce que pour faire de l'intelligence artificielle... Alors, pour de vrai, il y a un vrai truc technique, hein, c'est que vous avez vu qu'il faut des processeurs spéciaux, etc., etc. Mais quel bon prétexte pour dire que pas d'intelligence artificielle sur du matériel ancien qui ne tourne pas. Quelle chance de pouvoir dire... Alors, aujourd'hui, quand vous utilisez ce que vous avez vu tout à l'heure, tout est calculé dans des data centers qui ne sont pas chez vous. Un des prochains moves, c'est de dire, vous ne donnez plus vos données à personne, c'est fait dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Mais quelle bonne idée, parce que il faut des GPU, là, comme vous n'en avez jamais vu, dans votre téléphone et dans votre ordinateur. Donc pour pouvoir le faire tourner en local, et là on est bien placé, puisque on est justement sur des projets d'IA en local, etc., avec Cédric, il va falloir un nouvel ordinateur si vous voulez tourner en local. Ou alors vous le faites tourner à distance, et puis vous donnez vos données à OpenAI ou à des Chinois. À une échelle sans commune mesure, hein, puisque là, on parle sur les projets français, des centaines de milliers de processeurs GPU alignés. Et oublions pas, hein, pour que ces processeurs travaillent, il faut qu'ils parlent entre eux. Donc pour chaque processeur qui parle avec l'autre, il faut un switch, etc., etc. Obsolescence programmée qui va avec, que j'ai découvert assez récemment sur un dossier. Les switches, pour ceux qui font un peu de réseau, c'est là où on branche tous les câbles réseau. C'est l'appareil qui permet à tout ce qui est en réseau de discuter ensemble. Dedans, il y a un petit processeur aussi, parce que ça fait un peu de calcul. A priori, ça ne fait pas trop de calcul, puisque ça fait que router du signal. Sauf que c'est un élément clé du réseau, et il y a des logiciels de sécurité, par exemple des pare-feux qui tournent dessus. Comme le problème de la sécurité est un des problèmes majeurs de l'informatique de demain, il y a régulièrement des mises à jour de sécurité de votre switch. Et un switch qui est un truc qui devrait durer des années, les fabricants ont trouvé très malin de dire non, il faut que tu changes ton switch, parce que le processeur de ton switch n'est plus assez rapide pour le nouveau logiciel de sécurité qui est indispensable, parce que sinon tu vas te faire hacker. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Autre chose assez amusante, dans les modèles économiques
qui apparaissent dans les data centers dont on parle là. Et je reparle des switches parce que du coup, je suis un peu bossé sur le sujet. Et voilà. Modèle économique, tout fabricant préfère des ARR que des ventes. Donc, ils préfèrent des revenus réguliers. Donc aujourd'hui, quand vous avez un switch, vous pouvez négocier 80% de réduction sur le prix du matos pour peu que vous preniez un abonnement sur 3 ans pour la licence logicielle qui tourne dedans. Et donc, en fait, on s'en fout du matos. Puisque de toute façon, la majorité du prix, on le met dans la licence. Et qu'on vous dit que 3 ans après, pour des raisons de sécurité ou de performance ou n'importe quoi, il faut le suivre. Donc oui, la durée de vie de toutes ces infrastructures est loin d'être gagnée. On l'a évoqué puisque la question était venue. Voilà. Donc là, on a parlé. Alors, je voudrais essayer de séparer les choses. Quand on fait l'impact environnemental, il y a l'impact de la fabrication de l'ensemble des éléments qui ont été mis en œuvre, et d'autre part l'impact de leur utilisation. Donc massivement, l'impact de leur utilisation, c'est l'énergie que ça consomme quand on s'en sert. Dans les IA, il y a une double logique qui est un peu la même. Il y a d'une part l'énergie qui a été mise pour entraîner le modèle, et ensuite l'énergie qui a été mise pour utiliser le modèle. Donc là, si je prends vraiment le tout début de la couche, c'est l'ensemble de tout ce qui a été mis en œuvre pour pouvoir fabriquer des processeurs, des serveurs, etc. Qu'ils servent à entraîner le modèle ou qu'ils servent à poser une question au modèle. Et donc là, on va chercher du silicium, du germanium, du gallium, du phosphore, du bore. Voilà. On va émettre des éléments, on va manipuler, émettre, diluer, tout ce qu'on veut, des éléments toxiques comme du plomb, du cadmium, du mercure. Donc tout ça, c'est des résidus au moment où on fabrique. C'est aussi des ressources qui sont limitées sur la planète. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le deal proposé par notre ami Trump à l'Ukraine, c'était on arrête la guerre, tu vas nous rembourser ce qu'on a dépensé pour toi sous forme de cobalt. Et c'est pas un hasard, en fait, l'intérêt de Trump pour le cobalt dans un moment où le prochain empire mondial sera celui qui maîtrise les IA pour en faire des robots, etc. Donc il y a une vraie guerre sur les matières premières, c'est une ressource limitée. Gardons en tête que chaque gramme de ressources extraites au sous-sol prendra plus d'énergie que la suivante, puisqu'on est à chaque fois obligé d'aller creuser plus profond. D'une manière générale, tous les trucs qui étaient accessibles, que ce soit du pétrole, du germanium, du gallium, du bore ou du phosphore, les couches les plus hautes, donc chaque élément supplémentaire coûte de plus en plus. Voilà. Et une fois que tout ça, on l'a mis pour fabriquer nos machines, la question c'est qu'est-ce qu'elles deviennent en fin de vie. Parce qu'une fois qu'on s'est dit que dans 2 ans, c'était plus assez performant parce que la nouvelle IA, pour concurrencer la précédente, qu'est-ce qu'on en fait ? Un chiffre que Manuela m'a appris en fresque du climat, c'est qu'à l'échelle mondiale, seuls 17% du matériel informatique est trié, et que sur ces 17%, il n'y en a que 2% qui sont effectivement recyclés. Alors ça doit être un peu meilleur, évidemment, quand on est dans des systèmes comme ça, parce que voilà. Mais d'une manière générale, imaginez qu'une puce informatique où tout se gère au nanomètre, l'intrication des métaux entre eux est telle qu'on ne sait pas les séparer. Ou tout du moins, l'énergie nécessaire pour les séparer fait qu'aujourd'hui, c'est encore plus rentable d'aller en extraire dans le sous-sol. Je vous passe les conditions sociales des gens qui s'est extrait, etc., etc. Évidemment, c'est extrêmement multidimensionnel. Un sujet sympathique aussi. Imaginez ce gros data center là, rempli avec des allées entières, 100 000 GPU. Hein, vous faites des kilomètres dans les rayons remplis de trucs avec des petits diode qui clignotent. Ça a besoin de groupes de diesel de secours. Et là, vous avez beau alimenter votre data center en France avec une centrale nucléaire, par définition, le groupe électrogène fonctionne au diesel, comme son nom l'indique, ou HVO, si vous voulez, on fera une parenthèse, on s'amusera bien. On a des bons souvenirs avec Manuela sur le HVO. Il faut savoir un truc, c'est qu'un groupe de secours, si vous ne le faites pas tourner régulièrement, il s'encrasse. C'est un moteur. Et donc, même si vous êtes à l'énergie nucléaire, vous devez vider le réservoir et le re-remplir plusieurs fois par an. Par ailleurs, il faut que vous assuriez que le bon état de fonctionnement et tout. Donc, même si vous êtes à l'énergie nucléaire, votre site va consommer du diesel de manière continue et régulière.
Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de plus? Voilà. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et voilà. Alors, les lignes d'évolution. Il y a un truc, je suis désolé, je n'ai pas du tout suivi l'ordre des slides. 3 points importants, parce que c'est vraiment les 3 points de discussion. C'est 1, qu'est-ce que ça coûte de fabriquer tout ce matériel pour qu'il soit à disposition? Ensuite, qu'est-ce que ça coûte d'entraîner les modèles? Et ensuite, qu'est-ce que ça coûte de les utiliser? Il y a 2 ans, quand le sujet arrive sur la table, tout le monde ne parle que des heures et de la quantité de machines que c'était pour les entraîner. Puis c'est passé un truc que peu de gens avaient vu venir, c'est une courbe d'adoption d'une rapidité phénoménale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, tout le monde a ChatGPT dans la salle. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de se dire que le problème, c'est l'entraînement. Le problème, c'est vraiment l'usage que vous en faites vous, parce que la première année, l'entraînement avait coûté 80% de l'énergie globale du système et votre usage, c'était 20%. Aujourd'hui, c'est déjà inversé et demain, ça va être encore pire. Imaginez que, à l'échelle du numérique, 70% de la bande passante, c'est la vidéo. 80% de l'impact du numérique, c'est votre téléphone, votre télé et l'ordinateur que vous utilisez en bout de chaîne. Et donc, nous étions dans un monde précédemment où ce qui va créer de l'impact, ce n'est pas spécifiquement le data center, c'est la multiplication par 20 millions, 10 milliards, puisque chaque être humain maintenant a quasiment un smartphone sur la planète. En moyenne, un Européen a 10 devices électroniques connectés chez lui. Et donc en fait, c'est là qu'on a un effet d'échelle phénoménal. Et ce qui se passe avec l'IA, c'est qu'à chaque fois que vous posez une question, que vous générez une image, on vous met à disposition une puissance, mais qui est des milliers de fois supérieure à la puissance que Netflix a besoin de vous mettre à dispo pour que vous puissiez regarder ce que vous voulez quand vous voulez. Alors déjà, aujourd'hui, le numérique, c'était compliqué avec tous les gens qui regardent Netflix sur des téléviseurs de cette taille-là. Et j'insiste, là, le problème quand vous regardez Netflix, c'est l'énergie qui est consommée pour allumer la télé. Fondamentalement, le plus gros du problème, il est là. Quand vous demandez à Jean Covici ce que les médias devraient faire, ils disent demandez aux gens de regarder vos émissions sur des écrans plus petits. Voilà. Et donc, pour vous dire, voilà, et derrière ça, pour que vous puissiez regarder un truc sur Netflix, c'est l'équivalent d'un tout petit ordinateur qui passe dans les réseaux. Là, pour générer une image, il se trouve qu'on est en train de le faire, on est en train d'installer des serveurs locaux, voilà, pour pouvoir discuter avec ChatGPT. Pendant le temps où je discute avec lui, imaginez que vous avez un ordinateur qui a au moins 8 cœurs et quasiment 1 Tera de RAM. Imaginez la vitesse à laquelle chacun d'entre vous passe maintenant 2 heures par jour et vous avez à disposition, à chaque fois que vous parlez avec lui, pendant le temps où vous parlez, évidemment, c'est mis à disposition, voilà, mais globalement, vous avez une puissance de calcul que vous n'avez jamais eue. Et si vous générez des images, c'est encore pire. Et donc, la question, c'est si quelques créateurs utilisent ce qu'on a vu pour générer des images, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'à la fin, le problème, c'est surtout les milliers de téléviseurs de gens qui vont regarder ces images. En revanche, quand tout le monde commence à faire du ChatGPT et quand tout le monde commence à générer des photos, et pas juste nous, les professionnels, là, on a un vrai problème d'échelle. Sauf que si tout le monde ne l'utilise pas, c'est pas rentable à faire. Et donc, à la fin, le système fera que ça existe pour tout le monde. Je crois qu'on a quelques slides un peu plus sympathiques. Donc ça, c'est la slide Greenwashing IA. Donc ce que vous entendrez de la part des politiques, qui n'est pas faux, c'est de dire que, comme vous l'avez vécu, vous êtes plus efficace dans votre travail grâce à l'IA. Et donc, les gens qui vont mettre l'IA au service de projets bénéfiques, eux aussi seront plus productifs qu'ils ne l'étaient. Donc, des gens qui fabriquent des produits, des panneaux solaires, vont être plus bénéfiques. Des gens qui gèrent la logistique par l'IA, c'est extrêmement performant de faire le trajet des bateaux, la manière dont ils se croisent, de trouver les routes pour les camions.
on va pouvoir diminuer de 30% l'énergie consommée dans la logistique grâce à l'IA. Voilà, donc les exemples vont fuser. La question, c'est à la fin, est-ce que ça compense l'ensemble de ce qui a été mis en œuvre pour qu'une fois de plus, nous tous, à l'échelle de la planète, on puisse faire ça. Pardon ? C'est-à-dire ? Ah oui, par ailleurs. Non mais... Là, mon truc, c'est de dire, voilà, vous allez trouver des exemples, je vais tout de suite les débunker. En fait, oui, c'est vrai, l'utilisation de l'IA permet d'optimiser les processus. Et la plupart du temps, quand on optimise les processus, quels qu'ils soient, on va optimiser l'énergie consommée, les ressources utilisées pour ce processus, et donc on va avoir un gain sur l'environnement. Par ailleurs, si l'IA n'était utilisée que pour ça, why not ? Si l'IA n'était utilisée que pour les chercheurs, pour créer des vaccins pour l'ADN, la question, c'est qu'aujourd'hui, l'IA sert à générer des lolcats, des starter packs, et je vais me jeter la première pierre à chercher la recette des crêpes. Voilà, donc discussion hier soir avec ma femme, est-ce qu'on ne pourrait pas imprimer la recette des crêpes plutôt que de la rechercher 3 fois par semaine en faisant bosser Perplexity ? Voilà. Et donc ça, une fois de plus, le problème, c'est la mise à l'échelle quand tout le monde l'utilise tous les jours, et qu'on met un tera de RAM pour afficher la recette des crêpes ou générer un starter pack. Voilà. Ne pas oublier, donc ça, voilà, c'est un peu ce que je vous racontais, que tout ce que vous allez pouvoir avoir comme impact bénéfique sur l'environnement, oui, on sait améliorer des processus avec l'IA, donc on sait optimiser notre impact sur l'environnement. La réalité, c'est que ne les font que ceux qui ont un intérêt direct à court terme. C'est-à-dire que les gens qui optimisent la logistique, c'est d'abord parce qu'ils vont gagner de l'argent à court terme en optimisant la logistique et que c'est un effet positif tout à fait collatéral. Dans les choses super sympas qu'on fait, les analyses d'images satellites, ça sont permises grâce à l'IA. Et là, par exemple, nous, on bosse sur un projet avec l'Argentine. Donc, vous savez, vous avez tout un système que générer du crédit carbone si vous faites des... Et donc, par exemple, grâce à l'IA, on peut mesurer la reforestation d'un projet en étant sûr de ce qu'on fait, etc. Et on peut piloter des choses où, avant, on n'aurait pas pu estimer le bénéfice d'une reforestation, on ne savait pas estimer le travail réellement des agriculteurs sur place. Aujourd'hui, ça va permettre de le faire. La question est, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire autrement ? Ça, non, on s'en fiche. Et les sources, si ça vous intéresse. Voilà, c'est un petit overview. Je n'ai pas suivi les slides. J'ai passé les quelques messages clés que j'avais envie de passer. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'en ai. Vas-y. Je crois savoir que, globalement, faire un calcul, c'est moins gourmand, ça a moins d'impact écologique si je le fais sur ma station que si je le fais quelque part dans le cloud. Ça marche pour des calculs que ma station est capable de faire. Est-ce que vous voyez une échéance à partir de laquelle, globalement, il y aurait des choses où on pourrait commencer à faire avec des modèles un peu optimisés sur des cas d'usage? Vous, les clients que vous voyez, est-ce que vous êtes capable de leur proposer, de les emmener vers des choses où ils peuvent faire in-house sur leur station une utilisation de l'IA pour leurs propres besoins? Alors, il y a deux choses. Il y a faire de l'entraînement chez soi et ensuite, à disposition du métier, interroger le modèle qui a été entraîné. Dans ce qui nous concerne à nous et dans nos métiers, là on revient vraiment dans le pragmatisme des studios de post-production. Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, la tendance, c'est que pour des raisons de copyright, de droit d'auteur, etc., on demande à l'industrie de travailler en local. Et donc, tout le monde s'est mis à entraîner en local pour dire j'ai fait ça sur des images dont j'ai les droits. Par exemple, tu entraînes un modèle sur les images de ton propre film pour rajouter un plan, un axe, ou un machin, enfin, tu en fais ce que tu veux, mais ou sur les films de la même production. Donc la réponse est oui. En revanche, tu n'as pas forcément la même latitude
que ce que tu peux avoir, ça, puisque tu t'es entraîné par définition sur un dataset moins gros. L'autre chose, et c'est un changement de paradigme total dans l'expérience utilisateur entre l'homme et la machine, c'est que ChatGPT nous fait découvrir qu'il n'y a plus d'interface métier. C'est-à-dire que, puisqu'on discute avec elle en langage naturel, ce qui par ailleurs n'est pas du tout efficace, hein, si vous voulez, je veux bien faire une parenthèse là-dessus, mais on est habitué à quelque chose qui fait tout et n'importe quoi. Et donc, ChatGPT 4o, et dans sa dernière version, fait de l'image, fait du texte, fait de la recherche, vous aide à faire une présentation, et c'est le même qui fait tout. Donc forcément, derrière, un teradrame pour qu'il puisse répondre à toutes les questions. Quand vous allez dans une spécificité métier où vous avez besoin de traiter des images pour un projet particulier, par exemple, on va entraîner pour faire du matte painting, vraiment que pour ça. C'est un mauvais exemple, hein, c'est complètement théorique, mais évidemment, je vais pouvoir prendre un modèle beaucoup plus réduit et tourner sur beaucoup moins de chaînes, sur beaucoup moins de machines, que si je veux entraîner quelque chose qui va me servir à répondre à n'importe quelle question de post-production. Donc la réponse est oui, clairement, on y va, on entraîne chez soi, c'est la demande. Le CNC, il y a de plus en plus de demandes de projets qui sont des projets plus ou moins quand même d'entraînement sur des datasets existants pour faire des choses sans appeler OpenAI. Alors par contre, quand tu dis entraînement, tu ne parles pas d'entraînement fondation, on est d'accord? Rarement. On parle d'un modèle qui a déjà été comme Stable Diffusion que tu as mentionné, et puis on va l'affiner on va faire un LoRa typiquement, enfin, c'est un peu technique, mais en gros on va l'orienter vers un design qui est le nôtre avec nos images. Là clairement, faire un modèle fondation, personne n'y a accès. Hein. Enfin, je veux dire, c'est au niveau universitaire, etc. Mais une fois de plus, il y a quand même une tendance à la décroissance. C'est-à-dire, il y a vraiment deux tendances de fond, c'est la course à l'armement nucléaire. Et j'insiste, le plus gros problème de l'IA, c'est une question géostratégique, hein. C'est une question militaire. Celui qui a la plus grosse IA demain et potentiellement peut gagner une guerre. C'est vraiment un atout pour ça. Et donc c'est pour ça que les pays se battent pour avoir des... Hein. Donc d'un côté, il y a ça. Et puis de l'autre côté, il y a quand même aussi plein de gens, ne serait-ce que pour le faire tourner dans son téléphone. Pour que Apple puisse faire tourner en local dans un téléphone, c'est la convergence de deux choses. C'est j'ai mis un processeur un peu plus puissant dans mon téléphone, mais aussi j'ai appris à travailler sur une base plus petite. Et là, il y a des systèmes de relais où la première question est posée à votre téléphone. Si elle n'est pas trop compliquée, votre téléphone a su y répondre. Et s'il ne sait pas, il va appeler en réseau papa ou maman, qui lui a déjà son bac plus 5 alors que lui, il est au collège, et qui va demander la réponse à papa ou maman pour nous la renvoyer. Donc on commence à faire ça. Et donc, oui, ça va s'équilibrer. Et on va avoir les deux. On va avoir des modèles de plus en plus gros et aussi les modèles les plus petits pour d'autres usages. Mais typiquement, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est demander la recette des crêpes à GPT-4o. C'est neuneux. Et puis t'as qu'à l'apprendre la recette, au final. T'as qu'à l'apprendre. Mais ça, on est déjà une génération qui a perdu toutes sortes de mémoire. Voilà. Et donc, ce qui est accessible à nos métiers, effectivement, c'est j'ai défini un contexte extrêmement périmétré de ce que je veux faire. Et donc, dans ce contexte, je peux me donner les moyens technologiques d'apprendre, de mettre en œuvre et d'opérer chez moi. D'un point de vue légal, est-ce que aussi vous avez parce que les clients qui font appel à vous, ils font appel à vous principalement, j'imagine, pour essayer d'avoir un bilan carbone et surtout essayer de voir comment ils peuvent avoir une progression positive sur ce bilan-là. Mais est-ce qu'ils vous questionnent aussi sur leur utilisation de l'IA? Je veux dire, d'un point de vue légal, est-ce qu'ils sont en demande aussi de conseils par rapport à ça? Alors, je ne répondrai jamais sur le légal à un client. Maintenant, en revanche, ce que je peux donner, c'est un petit peu comme je vous ai fait l'overview des points de vigilance importants. Sur le légal, il y a deux sujets. Le premier, c'est l'entraînement du modèle que vous utilisez. Avait-il les droits quand il s'est entraîné pour le faire? Ça, c'est une question, et finalement, en tant que client, voilà. Et ensuite, c'est ce que vous en sortez, c'est une atteinte au copyright. Et est-ce que vous avez les droits sur ce que vous avez généré aussi? La question se pose. Alors, du coup, ouais, mais est-ce que j'ai les droits sur ce que j'ai généré? C'est revenir à quels sont les droits du modèle. Et si aujourd'hui, Adobe a fait des miracles, le plus gros miracle d'Adobe, c'est pas la technologie, c'est le contrat utilisateur dans lequel il dit
j'ai utilisé des trucs sur lesquels j'ai les droits, et si c'est pas le cas, c'est mon problème. Vous me taperez sur la tête, ils sont assez gros pour dire ça, et vous êtes une agence de publicité qui utilise Photoshop. Vous dites, vous êtes Publicis, et vous dites à L'Oréal, j'utilise Adobe, c'est la référence, et dans le contrat, il y a marqué que c'est le problème d'Adobe, et que machin, et tout le monde est content, et on peut utiliser Photoshop. Quand bien même, c'est pas vrai, etc. On a reporté le problème sur l'éditeur de logiciels. Ce que, par exemple, ceux qu'on a vus là ne font pas du tout. Mais la deuxième question, c'est, au-delà de ça, on l'a vu tout à l'heure, si vous demandez à Midjourney ou maintenant à ChatGPT de faire à la façon d'eux, il va vous sortir à la façon d'eux. Mais c'est votre faute à vous. Et donc, par exemple, on a vu... donc là, j'ai assisté... Ce n'est pas un conseil légal. Je vous refais... je vous redonne des choses que j'ai vues. On a vu des gens des avocats dire enregistrez tous vos prompts pour prouver qu'à aucun moment vous n'avez mis à la façon de. Voilà. Dans tout votre procès, vous n'avez jamais mis le mot Tim Burton. Voilà. Évidemment, aucun d'entre vous n'enregistrera tous ces prompts, donc ça ne me paraît pas très compliqué. Et j'ai envie de dire, lequel d'entre nous n'est jamais allé voir son chef-op en lui disant fais-moi des images comme dans un film de Baz Luhrmann. Tu vois, c'est la définition même de la manière dont on parle et c'est la définition dont vous allez avoir envie d'interagir. Mais ça, c'est interdit, tu vois, par exemple. On a vu des expositions d'œuvres, alors je mets des guillemets, chacun pense ce qu'il veut, mais des expositions d'images et avec en commentaire de l'œuvre, en fait le prompt qui a servi à générer l'image en question. Donc, et le prompt fait partie de l'œuvre. C'est-à-dire que s'il y a que l'image générée que par l'IA et qu'il n'y a pas eu de travail humain, entre guillemets, tu dois prouver que tu as sué pour que l'image puisse sortir, en gros, si j'ai bien compris. Après, pareil, je ne donne pas aucune reco sur la question légale, c'est pas mon champ de compétences. En revanche, moi, ce que je constate quand je vois les gens travailler avec l'IA, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça passe rarement par un prompt qui sort une image et c'est fini. Hein. Même aujourd'hui, le moindre workflow, vous êtes passé par 4 logiciels d'IA différents en refilant l'image précédente au suivant, dans lequel vous avez remis des prompts. Si vous êtes déjà ouvert un Comfy, vous voyez des nœuds de tous les côtés sur 4 km de long pour arriver à un résultat. Voilà, on est très très loin de cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? De l'eau. Je sais pas, j'avais entendu dire que ça avait utilisé beaucoup d'eau, mis à part le truc de refroidissement, là, le liquide de refroidissement, qu'il y avait de l'eau qui s'évaporait, et donc du coup on perdait de l'eau. Je sais plus quel média a sorti un article là-dessus sur justement pour faire les starter packs, combien d'eau ça avait dépensé. Ouais, alors une fois de plus, hein, dans notre framework d'analyse environnementale, on a toujours le même, la fabrication, du matériel utilisé, comme on est dans l'IA, l'entraînement, et puis ensuite son usage. Très clairement déjà, fabriquer des millions de GPU comme ça, au moment de la fabrication, déjà c'est des millions de litres d'eau. Je ne suis pas sûr que ce soit ça dont il parle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que n'importe quel data center, un système de clim de data center, c'est pas la clim que vous avez chez vous. Hein. Il y a énormément de flotte qui est mise en œuvre dans le système. Et après, il y a plein de types de refroidissement différents. Et il y en a certains qui sont beaucoup plus intensifs en eau que d'autres. Ça dépend des régions, ça dépend de la stratégie énergétique qui est mise en place sur le site. Et donc potentiellement, oui, le data center consomme des litres et des litres et des litres d'eau, quoi. Ouais, bien sûr. Il y avait la clim et la rivière. Sur la question des starter packs, je n'ai pas fouillé moi-même, mais j'ai assisté à une conférence il y a peu. En fait, il faut totalement débunker l'affaire. Le journaliste grand public qui a repris l'affaire s'est trompé d'un facteur 1000. C'est-à-dire qu'il a prétendu que c'était la consommation pour une image, un starter pack, alors que l'article initial parlait de la consommation pour 1000 images. Je ne suis pas allé vérifier moi-même, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est des gens éduqués qui ont fait ça. Point numéro 1, j'ai commencé en vous disant que moi, je ne vous donnerai aucun chiffre en valeur absolue. Je ne suis pas sûr que quelqu'un soit en mesure de calculer combien ça a coûté de faire un starter pack. Par contre, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a la rumeur selon laquelle, lors de l'entraînement de GPT-4, la ville qui est à proximité du data center a eu des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc,
Non, en revanche, voilà, revenir à combien ça coûte une image, parce que en fait, c'est ce que les gens aimeraient bien qu'on fasse. Tiens, donne-moi le bilan carbone de mon truc. Non, en fait, on peut analyser les étapes d'un point de vue qualitatif, on peut raisonner intelligemment pour minimiser l'impact. Ce calcul-là, il va être... Alors, si tu fais tout en local, on sait le faire. Mais à partir du moment où tu vas chercher un cloud provider, on peut vraiment rien savoir. En revanche, ce qu'on peut savoir, c'est la consommation d'un data center. Et ce qu'on peut savoir, c'est que Google annonce plus 60% de consommation d'électricité par an pour l'IA. C'est les litres d'eau qui rentrent et qui sortent d'un data center. Ça, on sait les mesurer. Et ça, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça consomme des volumes qu'on n'a jamais eu précédemment. Est-ce qu'il y a des pistes réglementaires quand on envoie une requête Internet, en gros, le petit morceau d'octet, le machin, il va circuler dans le système, dans le réseau. Il y a des adresses qui sont écrites dessus. Il y a marqué je suis passé par là, etc. etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que réglementairement, en fait, dans ce truc-là, on lui rajoute une information qui est la quantité d'énergie qui a été consommée au fur et à mesure de son trajet. Oui, et puis, suivant l'endroit où il est, tu vois. Il y a même des systèmes qui existent. Puisque les gens qui regardent vraiment en détail ce qui se passe ont intégré des logiciels dans les switches dont on parlait tout à l'heure, des couches logicielles, qui justement vont commencer à mettre ça. Mais aujourd'hui, par exemple, nous, quand on regarde le faire d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est d'une complexité sans nom. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait en laboratoire. Typiquement, il y a la SERP qui avait demandé une étude pour savoir combien ça coûte d'envoyer de France Télévisions jusque dans le téléviseur du spectateur un truc. En laboratoire, on met 3 switches, on met 4 machins, on met un ordinateur, on simule cet environnement-là. Puis après, on extrapole beaucoup et on sait avoir des briques. Tout le monde travaille sur le système de tracking de l'énergie. Voilà. Aujourd'hui, l'énergie, la chaleur, tout ça, et sur des gros data centers ou sur des DSI importantes, tout ça, c'est des datas qui commencent à remonter. À la fin, est-ce qu'avoir ces datas, ça va permettre de changer les usages? Et est-ce que ça va driver assez fort le business pour dire on ne va pas l'utiliser? Alors, quelqu'un a proposé un jour, on lui a beaucoup reproché de dire vous n'aurez que 4 volts dans votre vie. Peut-être que vous n'aurez le droit qu'à 10 minutes de ChatGPT par jour un jour. Et du coup, peut-être qu'on ne lui demandera pas la recette des crêpes. On va arrêter là parce qu'il est tard, il est bientôt 10h là. Très bien. On va manger les pizzas. Vous pouvez continuer à poser des questions à Camille et à Franck. On les remercie encore, chaleureusement, d'être venus. Et puis voilà. Merci.